Ok, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Aujourd'hui, en compagnie de Lucie Berthaud et comme toujours, Eric de la Sablière. Donc, ça va, Lucie? Ah, il Ça- s'est caché, Eric, déjà. Non, mais ça me fait plaisir de vous voir dans cette période de confinement. C'est cool, les gars. Ouais, là, bon, mais toi, ça va, Eric, alors? Nous, on se voit pas Ouais. beaucoup, là. Tu es au sommet de ta tour, tout se passe bien? Moi, je kiffe pas. Je kiffe pas mal le confinement. Il y a pas de problème. À part le manque de sparring et de répétition technique avec quelqu'un, je trouve ça mieux que la normale. D'accord, c'est un peu ton mode de vie. Et toi, Lucie, alors, comment t'adaptes au confinement, là? T'es reparti, t'es plus sur Paris, c'est ça? Non, en fait, dès que j'ai senti le vent tourner, je me suis dit qu'il fallait absolument que je parte parce que j'ai un petit appartement. J'avais pas forcément envie d'être confinée à Champigny-sur-Marne. J'avais aussi envie de pouvoir respirer de l'air, voilà, de l'air pur. Et c'est vrai que chez ma mère, pour ça, c'est bien. Quitte à être confinée, je préfère être en famille, voilà, avec ma sœur, ma mère, et puis il y a des espaces verts autour de moi, des lacs, etc. Donc, je suis rentrée. Ça se passe pas si mal en soi. Je pense qu'on a tous besoin d'une respiration de temps en temps, et je crois qu'elle s'invite au bon moment. Je pense qu'on était tous un peu à cran. Donc là, c'est une bonne respiration, ça fait du bien. Maintenant, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je ne vais pas vous mentir, si mon frigo reste ouvert, ça va être compliqué, le retour à la compétition. Et non, j'ai envie de revoir des gens, j'ai envie de resocialiser un petit peu, mais pas tout de suite. J'ai envie quand même d'embrasser cette période et voilà, de prendre tous les aspects positifs de cette respiration. Donc, je ne suis pas encore prête à revenir parmi l'humanité comme Eric, mais bon, il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que même économiquement, ça va être compliqué. Ouais, ça, Bah, en fait, c'est aussi, moi je trouve que c'est aussi une période Eric, il le disait, on parlait avec Jean-Marc Sen, tu sais, un des docteurs de l'INSEP hier, qui nous disait que c'était une période d'opportunité en fait, d'opportunité. On est obligé de revoir un petit peu nos valeurs et notre manière de fonctionner. Et en tout cas, je sais que toi aussi, Eric, moi, nous, on arrive à s'adapter en fait à notre enseignement, à transmettre grâce aux visio et tout ça. Donc, c'est cool, quoi. Ça permet de restructurer un peu la manière dont on travaille, même si c'est pas la même chose que d'être en présentiel, en tout cas pour nous, pour le coaching. Mais toi, tu arrives à développer quand même pendant cette période. Oui, alors j'ai quelques élèves, pas beaucoup, mais j'ai quelques élèves qui me permettent voilà, de pouvoir vivre encore un peu de mon travail. Forcément, c'est pas les mêmes revenus que lorsqu'on travaillait de visu, mais non, non, je m'en sors. Et puis en fait, c'est drôle parce que ça force à être créatif ce genre de période. Et j'ai fait quelques vidéos dernièrement. C'était de l'humour, hein, c'était vraiment de l'humour, mais bon, un peu alarmiste, mais de l'humour quand même. Et ça a alerté des gens au niveau international. Il y a des gens qui sont mobilisés pour m'aider, vous pouvez le croire, vous. Ah, Ils sont ouf. trop, on va pas te laisser en galère et tout. Bon, enfin, Comme quoi, et on donc, est soudés, quoi. ouais, donc j'ai reçu de l'aide voilà, grâce à ces petites vidéos qui ont alerté un peu sur la situation ici. Bien sûr qu'on n'est pas les plus à craindre, hein, enfin, les plus à plaindre, pardon, je voulais dire, parce qu'il y a une situation aux États-Unis qui est bien pire, et moi je m'inquiète plus pour eux, parce que pour avoir vécu là-bas, toi tu connais aussi la situation aux États-Unis, je m'inquiète vraiment pour eux. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau économique, parce qu'il n'y a vraiment pas d'aide. Nous, on attend de voir là, au niveau de l'État si on a ce fonds de solidarité qui se débloque vraiment, quelles sont les conditions pour y parvenir. Je pense qu'on peut y avoir droit, mais il faut voir, encore une fois, c'est une question de conditions. Donc non, pour l'instant, ça se passe bien. C'est une période que j'aime bien aussi parce que ça me permet de respirer, ça me permet de faire le point. Et puis ça force vraiment les gens à s'ouvrir l'esprit par rapport à d'autres méthodes de travail. On était trop bornés. Voilà, le travail, c'est comme ça, c'est pas autrement. On doit faire 10 heures par jour, c'est comme ça. Pas... Non, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut tous travailler de manière digitale. On peut tous être des digital nomades en fait. Et donc finalement, on n'est pas moins efficace. Maintenant, voilà, il faut réorganiser, ça demande d'autres structures de travail. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça force vraiment le monde à ouvrir son esprit. On le voit, hein, ça a des répercussions très positives à plein de niveaux, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau environnemental. Donc, il y a quand même des choses intéressantes dans ces répercussions. Voilà. Et comment tu ok. organises tes coachings? Excuse-moi, Eric. Moi, je voulais juste savoir comment tu organises tes coachings en termes de boxe et tu arrives à corriger les gens. Comment tu fais? Tu pars avec un plan défini en avance? Je parle pour Alors, la boxe en tout cas. Ou alors tu t'adaptes en fonction de la personne, en fonction de… individualise tout en fonction du profil de la personne, de son niveau de compétition, de son matériel aussi, parce qu'il y a des gens qui ont du matériel et d'autres non. Donc en fonction de ça, j'adapte la séance. J'adapte aussi en fonction des besoins. Il y a des gens qui veulent plus travailler sur leur striking, il y en a qui sont plus MMA, il y en a qui sont juste curieux, ou il y en a qui veulent juste développer leurs conditions physiques, mais propres au sport de combat, parce qu'ils font des sports de combat. Donc j'adapte vraiment à chacun.
Maintenant, il y a quand même des routines qui sont convergentes. Donc, on arrive toujours à trouver un tronc commun entre tout ça, mais on réadapte en fonction du profil. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je ne fais pas du live. Mais c'est pas, je l'ai proposé, ce service. Mais en réalité, les gens veulent plus des séances que je leur envoie et je leur fais des vidéos où je leur montre bien tous les aspects techniques, etc. Je leur demande s'ils peuvent, s'ils ont les moyens de se filmer aussi pour que je puisse les corriger. Je leur demande un retour à chaque fois sur leur séance, sur une échelle de 1 à 10, comment tu t'es senti là, au niveau cardio, au niveau musculaire, au niveau explosivité, comment tu t'es senti, etc. Donc, il y a un suivi. Moi, je suis très à l'écoute et je prends ça très à cœur, quoi. C'est-à-dire qu'ils me payent pour un service, donc j'ai à cœur de les faire progresser exactement dans le sens qu'ils veulent. Donc, c'est presque plus important pour moi-même, là, vous voyez. D'accord. Ouais, faut vraiment. Ça demande aussi beaucoup de créativité. Tu sais, là, quand je fais les visios, pareil, j'ai fait ma petite salle, la petite crypte en bas. Et en fait, à la base, c'était pour Eric et moi. C'était notre crypte qu'on devait développer. Mais bon, là, j'en profite pour, euh, pour donner des cours. Et tu dois vraiment t'adapter, tu sais, parce que là, j'ai une personne, je l'ai tous les jours. Et en plus, c'est quelqu'un qui connaît grave l'anatomie et tout. Et je peux pas, tu peux pas être pas en forme le matin, tu vois. Quand il est là à 9 h. Et à chaque fois, il faut que ça soit différent. Et puis, bah, comme tu as dit, tu sais, il faut être exigeant. Les gens, ils te payent, surtout en cette période de confinement. Ils te font confiance. Donc, tu dois faire un truc de ouf. Donc, limite, je fais moins d'heures que d'habitude. Mais je suis un peu plus exigeant sur la structuration du cours. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais c'est assez. C'est assez. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de créativité à fournir. Moi, c'est plus en termes de production, parce qu'il y a réfléchir à la séance, à conceptualiser, je mets ça en forme, je fais une belle mise en forme, je leur fournis un PowerPoint avec tous les détails, etc. Je leur fais une programmation qui est hebdomadaire, et ensuite, je leur fais des vidéos qui sont montées, etc., et bien expliquées. La production de vidéos, ça prend du temps, en fait. C'est ça qui prend le plus de temps. Donc, faire les vidéos, ça me prend facilement une journée minimum. Après, il faut que je les monte. Donc tout ça, ça prend du temps. Et puis je mets tout le monde à contribution. Ma mère, ma soeur, tiens, filme, tiens, viens me servir d'opposante, tiens, on va bouger le canapé. Il faut tout bouger. C'est une grosse orga, mais à la fois, c'est intéressant parce qu'on voit notre capacité à nous adapter dans cet univers, quoi. Et d'ailleurs, vous, je pense que très vite, vous avez splitté, parce qu'on était en contact quand c'est arrivé. Vous étiez déjà prêt, en fait. Et c'est marrant, ma mère, elle a une citation, c'est prépare ton bateau, car quand le vent va se lever, tu seras prête à partir. Et c'est un peu ça, en fait. Vous étiez déjà prêt, en fait. Toi, En t'avais fait, Eric et moi, nous, on est tout le temps en train de. On a une question qu'on se pose au moins une fois par mois. C'est comment on survivrait s'il y avait une attaque de zombies. Tu vois? Et, non, mais ça, c'est un thème. C'est vrai, Eric, c'est à peu près une fois par mois dans la voiture. Bien sûr. Bah, en fait, en cas de crise, la véritable qualité à avoir en cas de crise majeure dans ton environnement, de crise environnementale, donc ça peut être à plein de niveaux, hein, ça va de l'incendie dans ton immeuble au coronavirus, c'est l'adaptabilité, c'est ta capacité à faire preuve d'une certaine forme à faire preuve d'une capacité d'adaptation et de souplesse vis-à-vis des changements inopinés dans ton environnement. C'est exactement comme en combat, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un plan, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une structure. Au contraire, comme ils disent, la discipline équivaut à la liberté. Avoir une certaine structure forte et des choses sur lesquelles s'appuyer vont t'aider. Mais être rigide ne va jamais être quelque chose que tu dois rechercher. Donc, au final, on a là où on se retrouve dans une situation qui est favorable à quelqu'un comme Johnny ou pour quelqu'un comme moi, c'est que, enfin favorable entre guillemets, ou en tout cas où on est plutôt suradapté, c'est que il y a assez peu de modifications, de changements qui ont été qui ont pris place vis-à-vis de notre vie quotidienne. À part aller à l'entraînement, et avoir des contacts. On avait déjà aussi eu, et Johnny par exemple, en plus encore beaucoup plus que moi, a toujours eu cette expérience qui était de devoir s'adapter très rapidement à des changements de pays, mais aussi sportifs, au niveau de l'endroit même où il habitait en France, familiaux, etc., qui fait qu'il a cette capacité à très 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 vite prendre le contre-pied des choses, dire ok, on va faire des vidéos. C'est un des premiers que j'ai vu moi dans ce monde-là à faire des vidéos de coaching, et il était de très bons conseils là-dessus.
je pense, pour beaucoup de gens dans son entourage professionnel. Mais, Moi, j'ai une question pour toi, ouais, Lucie. Excuse-moi, juste pour rebondir. Donc, maintenant que ouais, les gens voient que tu as une véritable, que tu réfléchis vraiment à la façon dont ta façon de suivre les gens dans cette période, qu'est-ce que tu pourrais recommander à des personnes qui donc vont peut-être avoir recours à tes services, mais qui peut-être n'en ont pas la possibilité pour raison XY, mais qui ont une petite expérience de la boxe, ou alors qui chercheraient à progresser un petit peu en boxe, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se posent des questions, qui se disent bah, ça fait des années que je me suis dit que j'avais envie de reprendre la boxe, ou de faire de la boxe, ou de faire du MMA, ou de faire, etc., mais qui ne le faisaient pas, c'est parce qu'on a toujours le nez dans le guidon et qui maintenant se retrouvent avec le temps et revoient la liste de leurs priorités. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme chose très simple à faire pour se préparer à l'après-coronavirus et à leur moment où ils vont décider de s'inscrire dans une salle, avoir recours à un coach, peut-être à reprendre le sport de combat et la boxe et le striking en particulier? Je dirais de manière très simple que, travailler peut-être un peu le foncier si on a la possibilité d'aller courir, parce qu'à Paris, je sais que c'est compliqué, mais si on est en province, on peut au moins aller courir sur 1 ou 2 kilomètres, on peut gratter aller 1 kilomètre, je pense. Travailler un peu le foncier, faire des sprints, parce qu'il faut que ce soit fonctionnel en termes d'effort cardiaque. Donc, faire des sprints, etc. Sur 45 minutes, on peut faire 3 blocs de 3 sprints, de sprints, donc par exemple pendant 10 minutes. Ça, c'est pour la partie foncière. Après, pour la partie technique, tout simplement, moi, c'est ce que je propose. Mes élèves, je leur envoie des modules vidéo où on aborde tous les thèmes. Donc, on passe par la coordination, la préparation d'attaque, la contre-attaque, la défense, les fondamentaux sur les mouvements, etc. Alors, ils ont le choix, soit ils peuvent le répéter chez eux et comme ça, ils intègrent ça, parce que c'est ce qu'on dit, si vous répétez un geste pendant 21 jours, ça devient une habitude et ça devient une logique. Donc, on peut se dire qu'on peut driller ça pendant les 21 jours, on se fixe cet objectif, tous les jours, on en fait une petite dose. Et quel est le geste à avoir en priorité? Pardon? Le geste, avoir le ou les 3 gestes à avoir en priorité. Non, il n'y a pas le ou les 3 gestes. Je dirais que la coordination, comprendre la coordination, déjà, Voilà. c'est important. Parce qu'on peut être très redoutable même sur la scène internationale avec seulement 2 coups. Hein. Juste 2 directs, on peut être très très fort en international. Mais pour ça, il faut avoir compris la structure de la boxe, compris sa logique, compris sa stratégie, compris tout ça. D'accord? Donc pour moi, la coordination dans un premier temps, et ensuite, il faut s'approprier 2-3 combinaisons qui fonctionnent très bien, qui sont des valeurs sûres, et on les répète, on les répète, on les répète, et au moins on a un socle qui est intéressant pour démarrer l'entraînement. Maintenant, de fait, ça reste quand même un sport qui se pratique à 2, c'est une danse à 2. On ne pourra jamais plus progresser qu'à 2. Maintenant, c'est bien toujours de visualiser et de faire de cette logique une habitude. Comme ça ressortira naturellement. Par exemple, je ne sais pas pour toi, Johnny, ou pour toi, Eric, mais j'ai remarqué que quand j'arrêtais, par exemple, la boxe pendant 1 an, je faisais un break, je me mettais au vert, ou alors pour me consacrer à mes études à l'époque, quand je revenais, j'étais encore plus forte. Pourquoi? Parce que j'avais drillé pendant 1 an, je n'avais pas fait de compétition, mais pendant 1 an, j'avais drillé des techniques, drillé, et j'étais fraîche psychologiquement. Et quand je suis revenue au combat, j'étais pratiquement plus forte qu'avant parce que justement, 1, j'avais cette fraîcheur, et 2, j'avais visualisé pendant tout ce temps toutes mes techniques, etc. Je n'étais jamais dans cette pression, tu comprends? Parce que parfois, on a tendance à stresser son métabolisme et on est contre-productif. Or, pendant 1 an, j'ai eu le temps de me ressourcer et quand je suis revenue, j'étais encore plus forte. Donc, il est possible qu'à la sortie du confinement, on soit même très frais et très bien en fait. Il faut juste entretenir au moins l'aspect technique et l'aspect foncier un minimum, quoi, pour pas être trop à l'avant. Aussi. Il y a un exercice qu'on fait avec Johnny. Après, Johnny va je pense, vouloir rebondir en plus sur ce que tu as dit. Mais on s'impose un petit truc avec Johnny qui est amusant. On s'envoie des techniques et on doit les répéter, mais sans bouger, c'est-à-dire en visualisation pure pendant 10 minutes. C'est-à-dire, on est assis ou debout. Moi, je pense qu'il faut être dans une position athlétique de départ et on réfléchit. On essaie de visualiser, de sentir la technique au maximum. Donc, par exemple, Johnny m'envoie des techniques de lutte. Moi, je vends beaucoup de techniques de garde parce que c'est des choses sur lesquelles on est chacun assez pointu et où il y a un véritable échange qui se fait. Et il m'explique, par exemple, et là, au bout d'un moment, je sais que dans certaines techniques, j'arrivais à presque sentir la main d'un adversaire qui poussait ma tête et je me concentre sur tous les détails et sur le fait de tout bien faire. Et comme Johnny en avait parlé dans un podcast précédent, il y a ces études qui montrent qu'on peut avoir un développement neuromusculaire avec uniquement de la visualisation. Et je pense que
c'est une bonne façon de travailler un aspect de l'entraînement qui n'est pas nécessairement mis en avant, comme tu disais, quand on a le nez dans le guidon. Et ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir, par la suite, alors c'est à faire un peu arts martiaux à l'ancienne, mais au final, il y a une époque quand même, les arts martiaux à l'ancienne, les mecs, ils s'entretuaient, donc je pense qu'ils avaient quand même un petit peu compris certaines choses. Ça vous permet de vous entraîner dans le TGV, d'accord, dans le train assis, vous fermez les yeux, et en sortant du train, vous serez plus fort qu'en montant à l'intérieur. Et ça, c'est quand même un luxe qui peut faire une immense différence parce que, comme vous le savez, plus le niveau augmente, plus ce sont les petites choses qui vont faire la différence. En fait, au niveau de la… Ah, vas-y, Lucie. Ouais, non, je disais juste quand je suis blessée, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'on est frustré parce qu'on ne peut pas s'entraîner quand on est blessé. Ben, du coup, je fais de la visualisation. Comme ça, j'ai l'impression de ne pas perdre du temps dans ma progression. C'est exactement ce que je fais. C'est ce que j'allais te demander, en fait. Et tu sais, j'ai vu une étude, c'était avec des sportifs allemands. Et en fait, ils ont fait une grosse batterie de tests sur plusieurs années. Et en fait, ils voulaient utiliser… Maintenant, on sait l'utilisation de la visualisation, l'utilité aussi, mais on ne sait pas quand le faire, à quel moment c'est mieux, etc. Et en fait, maintenant, chez les gymnastes notamment, tu sais, il y a des mouvements que tu veux passer en compétition et avec le stress et tout, c'est au millimètre le placement sur un praticable de gym. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est d'une précision énorme. Et en fait, ils s'imaginent, ils se visualisent faire les mouvements même sans jamais les avoir faits. Et il y a eu le cas de plusieurs gymnastes qui étaient blessés avant la compétition et ne pouvaient pas passer certaines des techniques les plus avancées de leur routine. Donc, par exemple, s'ils devaient faire un double arrière, ils arrivaient à en faire que au sol un salto arrière normal, un seul tour, parce que ils étaient blessés, ils ne pouvaient pas faire toute la rotation, la réception, etc. Mais ils continuaient à pratiquer mentalement, à mentaliser la figure voulue. Et au final, le jour de la compétition, ben, il faisait parfaitement avec le double tour, etc. Et il y a des théories qui disent qu'en fait, enfin des théories, il y a même des grosses recherches, hein, c'est quand même maintenant, comme dirait Jean Marcen, il dit c'est lourdement appuyé, c'est lourdement, maintenant on le connaît vraiment, que en faisant le chemin inverse, en fait, la maîtrise de la technique, c'est pas forcément le nombre de fois que tu répètes la technique qui va faire une mémoire musculaire, c'est plutôt la compréhension intime de ton système nerveux, de ton être, de la technique. Et Eric, souvent, il me dit ça. Il me dit, c'est pas le nombre de fois que tu répètes, je sais pas, faut vraiment que tu connaisses tous les aspects de la technique et que tu la ressentes. Si tu la ressens pas, tu vas pas la repasser en combat, quoi que ce soit. Donc, l'utilité de la visualisation est vraiment importante. Pour rebondir sur la compétition, Lucie, on a vu que tu avais signé avec le Bellator. Et yeah! On a fait non, je rigole. Et donc, j'avoue que j'ai ressenti ça le jour où j'ai signé. t'étais comme ça. Non, je peux pas. Non, je peux pas signer. Non. C'est plus émotionnel. C'était plus. Tout ça, ça prend du sens. J'étais plus comme ça. C'était comme ça. Et donc, alors, moi, j'ai une question. Et sur ton dernier combat, tu l'as bien montré. Tu as montré une très, très belle application de ta boxe que tu as en compétition de boxe anglaise pure avec une. Je trouve que c'était un des combats les plus aboutis sur ta boxe. Tu trouves pas? C'était vraiment, tes appuis étaient vraiment fermes. Il y avait une belle boxe anglaise, en tout cas, adaptée pour le MMA. Quel a été le déclic? Est-ce que tu as senti cette transition dans ta préparation ou ça s'est fait naturellement? Très bonne question. Je crois c'est de l'ordre du ressenti, donc c'est extrêmement difficile à exprimer en fait. Il y a plusieurs choses qui se sont mêlées. Il y a psychologiquement, je revenais des États-Unis, j'avais l'impression de revenir sur un échec, c'était dur pour moi à vivre. Et pareil, j'étais revenue sur un échec d'un combat aussi, donc c'était un échec un peu global. C'est comme ça que je le vivais en tout cas, je me sentais vraiment mal par rapport à ça. Donc je ne m'accordais pas de perdre. C'était important. Ce combat-là, il devait être gagné. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Et ça, c'était mort. C'était soit je mourais dans la cage, mais je devais gagner. Tu comprends? C'était important. Pas vis-à-vis d'elle, ça n'avait rien à voir avec elle, c'était vis-à-vis de moi-même en fait. Là, ça faisait trop longtemps que je trimais, que j'escaladais cette montagne, etc., que
j'ai traversé le monde pour aller créer des opportunités. Les opportunités se sont créées, mais je les ai loupées. Et il y a eu tout un tas de choses autour de ça qui fait que j'étais vraiment. J'avais besoin de cette victoire. Elle était primordiale, elle était vitale, franchement. Donc, déjà, j'avais la dalle. On va se le dire comme ça, j'avais la dalle. Deuxièmement, c'est vrai que, mine de rien, ce petit voyage aux États-Unis, il m'a fait du bien. J'ai pris conscience que j'avais de grandes qualités, j'avais un grand potentiel. Maintenant, le problème, c'est que je n'étais pas prise en charge. Et c'est vrai que quand je suis revenue ici, vous êtes plusieurs à m'avoir aidé, les gars. Donc d'ailleurs, je vous remercie pour ça. Toi, tu m'as aidé. Eric, tu m'as aidé. Costia m'a aidé. Vous m'avez tous aidé. Il y a Jean aussi, Jean Endoy qui m'a aidé. Il y a Yuri qui m'a aidé. Bref, beaucoup de gens m'ont aidé et des gens pour qui j'ai de l'estime. Donc en fait, je me suis sentie bien de manière affective, parce que c'est important. Ça, il y a des gens pour qui c'est pas important, mais pour moi, ça l'est. De manière affective, je me suis sentie bien entourée. Et après, j'étais entourée par des gens en qui j'ai de l'estime pour ce que vous avez fait, pour votre niveau, pour vos techniques. Bon, bref. Donc, en fait, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée et je me suis sentie progresser au contact de personnes, en fait. Et donc, j'ai commencé à vraiment comprendre le MMA, je crois, cette année, en fait. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et à partir de là, j'ai commencé à voir quelles étaient mes techniques en boxe qui fonctionnaient bien, les valeurs sûres que j'avais. Et c'est vrai que j'ai identifié quelques combinaisons qui me vont très très bien. En me repassant tous les combats que je me suis fait là, ces 2 dernières années, je me suis dit, OK, ça marchait très bien, t'as vu. Ça marchait très bien, t'as vu. Donc j'ai développé plus ces aspects-là. Après, on va pas se mentir, hein, la fille en face, c'était une strikeuse, donc j'étais plus confiante. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance en ma boxe face à une strikeuse que vraiment, j'y vais et je me dis, alors là, meuf, si toi, tu me fais la misère, j'arrête tout. Tu vois, j'ai confiance en moi à ce niveau-là. Quand je suis face à une strikeuse, c'est pas forcément le cas quand je suis face à une lutteuse et une jujitsuka parce que forcément, j'ai peur de me faire timer au niveau des jambes, de me faire prendre, etc. en contre-attaque. J'ai peur de trop m'engager et de me faire contrer. Donc, il y a encore des appréhensions que je dois régler. Mais ça va venir avec le temps, avec l'expérience, etc. Et je développe ça en ce moment. En tout cas, pas en ce moment parce que je suis confinée, mais avant d'être confinée. Non, le but, c'est que maintenant, j'ai le même niveau de confiance en étant une strikeuse face à des jujitsuka ou des lutteuses qu'en étant face à une strikeuse. Mais face aux strikeuses, je vous dis franchement, voilà, j'ai cette confiance. C'est rare. J'ai rarement eu une confiance comme ça, mais en MMA, j'arrive à avoir cette confiance. Voilà, je sais comment. Moi, j'ai une question pour toi, Lucie. Donc, tu vois, il y a un pattern là, qui se fait dans le podcast. Jenny va te poser une question sur ton truc. Moi, je vais te poser une question qui va peut-être toucher notre public aussi, en plus des informations que tu donnes. C'est, on a vu que donc le MMA a été légalisé en France. On va tous beaucoup en profiter. Que la Fédération française de boxe a récupéré, a été celle qui a été choisie pour que le MMA soit sous son égide. J'ai une petite question. Donc, on va avoir sans doute un appel d'air enfin, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un appel d'air de pas mal de boxeurs vers le MMA. Jusqu'ici, c'était pas la boxe anglaise n'était pas nécessairement le milieu qui attirait le plus de personnes vers le MMA, d'accord. Je soupçonne qu'il risque d'y avoir un certain appel. Est-ce que tu aurais une ou deux des conseils au niveau de la différence, de à quoi s'attendre, de comment faire pour les personnes qui maintenant sont peut-être au fond de la boxe depuis plusieurs années, pas nécessairement, tu vois, au même niveau que toi, mais qui se disent, tiens, le MMA, ça m'intéresse, je pense que j'ai peut-être des qualités qui sont liées à ça, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui vient de la boxe anglaise ou qui a un passé assez long en boxe anglaise, qui est curieux et qui voudrait se lancer dans le MMA? Pas nécessairement à très haut niveau, même s'il y a aussi. Alors, c'est simple, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je ferais si je pouvais retourner en arrière. Donc là, c'est exactement ça, en fait. Si je retournais voir la petite Lucie qui voulait se mettre au MMA, je lui dirais, hey, calme-toi. D'abord là, en 2008, tu t'es arrêté. Pourquoi tu commencerais pas un nouveau sport plutôt que de t'enfermer bêtement tout le temps dans la boxe? Il n'y a pas que la boxe dans la vie. Hein, donc tu as le droit de tester d'autres sports et personne ne t'en voudra, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai été intéressée par des disciplines et je n'y suis pas allée parce que tu sais, l'inconnu fait peur. On a souvent peur de l'inconnu. Et en boxe, c'est un peu le phénomène que j'ai remarqué. Les gens ne connaissent pas et parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'aiment pas. Tu vois, parce que ça ne représente rien de ce qu'ils connaissent. Donc, ils ont un peu du mal. Mais petit à petit, les choses vont se faire et de toute façon, ils vont voir que le MMA, finalement, est une discipline qui mérite autant de respect que le leur. Et puis, deuxièmement, ils vont voir aussi que ça attire beaucoup de lumière, beaucoup d'intérêt, aussi beaucoup d'argent. Donc, forcément, oui, comme tu le dis, on va avoir beaucoup d'intérêt pour le MMA, je pense. Donc, si je devais donner un conseil, ce serait
prendre son temps pour bien comprendre cette discipline parce que une fois qu'on est dos au sol, notre boxe ne nous sert strictement à rien, en fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre ce sport. Moi, je pense que 3 ans de pratique, c'est pas de trop avant de se lancer dans les combats, vraiment. Je le pense, je sais pas ce que tu en penses de. Peut-être en amateur, éventuellement en France, au niveau local. Mais 3 ans de pratique, c'est pas de trop. Et puis, je recommanderais de commencer par la lutte. Pourquoi? Parce que la lutte est le point de transition. C'est un peu le, comment dire, le domaine qui va déterminer si on a envie d'aller au sol ou si on a envie de rester debout. Et puis surtout, pour nous, c'est plus intéressant parce que dans la lutte, il y a la lutte libre, il y a la lutte gréco, et la lutte gréco peut être hyper pertinente pour la boxe, je pense. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur le haut du corps, et quand on vient de la boxe, on a tendance à focaliser notre attention sur le haut du corps. Voici pourquoi on se fait tout le temps contrer dans les jambes, parce qu'on n'a pas cette habitude de voir des gens nous rentrer dans les jambes. C'est un conditionnement qu'on n'a pas, en fait. Donc, au début, c'est très dur à gérer. Est-ce que tu penses qu'il y a des appuis similaires? Excuse-moi, je t'interromps parce que c'est très intéressant ce que tu as dit, j'ai pas honte de poser ta question. Tu penses que les appuis de boxe et les appuis de lutte sont compatibles? Question d'appui, c'est une question de timing et de stratégie. Je pense qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Trouver le bon timing, la bonne contre-attaque, tirer des pièges, la stratégie est plus similaire qu'à celle du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, c'est très très différent. C'est très différent. Et je pense qu'en lutte, il y a des. Parce qu'on est dans ce rapport très physique aussi, tu vois, dans la lutte et dans la boxe. Et on va attirer, boum, pour mieux contrer, par exemple. Tu vois, on va tendre des pièges, on va varier les angles, etc. Alors, bien sûr, ça existe ça en jiu-jitsu, mais ça prend vraiment une autre forme, en fait. Donc, pour moi, la lutte, parce que ça te permet de décider si tu as envie de rester debout, et clairement, un boxeur aura envie de rester debout, en tout cas au départ, eh bien, c'est important d'aller tout de suite en lutte. Il faut saigner la lutte, pour moi, tu vois, genre 2 séances par semaine, pour vraiment espérer passer un cap. Ouais, je pense que c'est là qu'il faut se diriger et aller vraiment en lutte, commencer à bien maîtriser toute la partie clinch, donc le gréco, et ensuite petit à petit aller vers le bas. Voilà, je pense il y a cette structure-là à mettre en place parce que il faut y aller, comment dire, il faut structurer les choses de manière intelligente. On commence par le haut du corps parce qu'on est boxeur, donc le clinch, on se l'approprie, on apprend à contrer ça, et puis petit à petit, parce que forcément un lutteur va varier les niveaux, il va créer de l'incertitude lui aussi. Donc il va falloir aussi savoir défendre en bas, etc. Donc lutte gréco, 2 lutte libre, et puis ensuite on peut faire du jiu-jitsu en complément, bien évidemment, pour commencer à s'approprier les choses, mais je crois que la priorité, c'est la lutte. Ouais, c'est vraiment. Si, c'est vraiment intéressant ça. Après, moi, j'ai une question au niveau de la structuration future du MMA en France. Toi, tu es une des seules personnes, enfin, j'en connais pas d'autres, peut-être je me trompe, mais qui connaît le milieu fédéral, le fonctionnement, mais pas que compétitif, mais aussi au niveau de la communication. Tu as plusieurs casquettes. Donc, la communication, tu es compétitrice, en même temps, t'es coach et tu combats en MMA aussi. Donc, tu fais le lien, tu fais la liaison parfaite entre les fédérations et tout ça. Moi, je voulais savoir, même si je sais, on en a déjà parlé, mais c'est plus pour expliquer aux gens quelles sont les priorités maintenant pour toi dans la structuration du MMA, dans les prochains temps. Quelles sont les priorités? Est-ce que c'est les compétitions? Est-ce que c'est d'autres choses? Qu'est-ce que tu en penses? Là, ce qui va se passer. Alors, moi, très franchement, on va pas se mentir, j'envisage de jouer un rôle. J'envisage de jouer un rôle dans cet avenir du MMA en France, mais ça ne va pas se jouer de manière opérationnelle. J'aimerais m'investir un peu plus politiquement. Voilà. Maintenant, au niveau opérationnel, on a Lionel Brezefin qui est le pilote en charge du MMA en France désigné. Moi, je trouve ça très très bien parce que Lionel, en plus, c'est quelqu'un de neutre, en fait. Quelqu'un de neutre, plutôt très sympa, qui connaît très bien son domaine, qui a une expérience aussi à Lima. En fait, bref, il connaît son sujet, donc c'est très bien qu'on ait désigné quelqu'un comme lui. Et puis, il a les diplômes, tout ça, etc. Il est connu du jargon de la boxe, du milieu de la boxe, pardon. Et donc, forcément, ça fait de lui un bon personnage pour piloter tout ça. Donc, clairement, il l'a dit lors de la conférence de presse chez un ministre, l'idée, ça va d'abord être de structurer, donc on va asseoir les règles, que tout le monde soit d'accord, même si elles existent déjà, ces règles, en fait. Mais bon, j'imagine qu'il faut faire en sorte que ça matche avec le code du sport français. On attend de voir par rapport au coude, parce que au Muay Thai, ce n'est toujours pas autorisé sans coudir, donc je ne sais pas comment on va faire au niveau du MMA Pro.
Ensuite, donc, au niveau des règles, ça va être décidé très très vite, je pense. Ensuite, il va y avoir la formation des coachs, du corps arbitral, des cutmen, etc. Bon, bref, donc il y a tous ces gens-là à former. Puis il va falloir sûrement, probablement, propager cette communication parce qu'il faut communiquer sur le sujet. Et ça, pour moi, c'est ça. C'est en ça que j'ai envie d'intervenir, hein, très franchement, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont laissés un peu dans le silence. On ne les tient pas au courant de l'avancée du MMA et les gens ont besoin de savoir. Donc c'est plutôt là-dessus que je pense qu'on doit avancer. Bref, donc communication et propager grâce à des délégués territoriaux tout ce système fédéral. Ensuite, j'espère très franchement qu'on sera prêt pour septembre. Ce serait logique en tout cas parce que la saison démarre en septembre, donc le mieux c'est qu'on soit prêt pour septembre et qu'ensuite on puisse voir des organisations voir le jour. Après, ce qu'il faudra bien faire, c'est, pour ceux qui en tout cas combattent sur le sol français, c'est checker qui a vraiment le niveau pour passer pro, etc. Et donc bien organiser le système fédéral au niveau amateur et des passerelles vers le professionnalisme. Voilà, donc ça, mais ça, il y aura des gens qui seront mandatés pour le faire. Je pense que Johnny en fera partie. Donc voilà, moi dans mon domaine, ce sera plus de l'ordre de la communication, de l'événementiel. Enfin, tu sais pourquoi je te demande ça parce que je trouve que tu as une vision, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, globale de tout ça et en plus de la communication, c'est-à-dire tu as présenté, tu fais de la vidéo et tout ça, donc tu as une vraie vision de tous ces domaines, tu vois, qui sont liés les uns aux autres. Et donc, ton avis est vraiment important. Et c'est vrai que communiquer. Et en plus, tu as un bon relationnel avec la plupart des intervenants en France, en tout cas, et presque tous, je pense. Et c'est vraiment important. Et le public te connaît de la télé, te regarder et tout ça. Donc, présenter toutes ces informations. Et je pense que tu es un très très bonne ambassadrice du MMA à travers la boxe, en tout cas pour ses débuts. Après, on ne sait jamais comment ça va se passer avec le temps, tu vois, une fois que la délégation sera passée. Mais ouais, c'était important que les gens comprennent les priorités de structuration venant d'une personne qui connaît les deux milieux, les deux fédérations, tu vois. Et ouais. C'est que je peux faire la passerelle parce que je connais bien la mentalité, je sais comment on parle, je sais comment ça se passe au niveau de la boxe, je sais aussi comment ça se passe au niveau du MMA. Donc ça me permet de faire la traduction parce que parfois, il suffit que deux personnes se parlent, mais si elles n'ont pas les mêmes références, elles ne vont pas se comprendre, ça va être une conversation de sourds. Donc l'idée, c'est de transcrire tout ça. Et par exemple, je sais qu'à la fédération, on me pose des questions parfois. Oui, mais alors comment ça fonctionne ci, et puis ça, et puis ci. Donc voilà, il y a tout un travail, pas d'éducation, mais presque en fait. Voilà, vous avez peur du MMA, mais n'ayez pas peur en fait. Je vous explique, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Voilà, faut juste lever les barrières en fait. Voilà, donc moi j'ai envie de jouer un rôle là-dedans. Maintenant, voilà, c'est mon domaine, la communication. Donc je ne veux pas jouer un autre rôle que ça. Voilà. Top, top. Et enfin, pour finir, là, on sort du coronavirus. On est encore dedans. Pardon, on n'en sort pas. Et si ça s'étend, voilà, là, c'est plus au niveau personnel que je te pose aussi la question, Eric. Toi, pour Lucie, si on se rend compte que le virus mute et je pars sur un scénario catastrophe hein, et on doit repartir pour 2 mois. Qu'est-ce qu'il en est de comment vous allez vous adapter? Comment toi tu vas t'adapter? Comment tu vas adapter pour ces prochaines échéances? Donc pour le Bellator, je ne sais pas si tu as eu des dates ou pas. Et voilà, est-ce que tu y as pensé déjà à ça? Ouais, mais carrément, j'y ai pensé à tous les scénarios possibles, même la fin du monde, quoi. Non, alors en admettant que ce soit juste repoussé de 2 mois, c'est pas une catastrophe en soi, ça repousse juste notre échéance. Écoute, à la base, moi je me battais pour essayer d'avoir une place dans un événement Bellator avant l'été. C'était déjà assez compliqué parce que les places sont chères, qu'il y a énormément de monde qui demande, donc c'est pas forcément simple d'obtenir une place sur un événement. Donc on m'avait laissé entendre que ce ne serait pas avant septembre. Moi j'étais un peu déprimée, je me suis dit putain, septembre, un combat à l'année, c'est dur quoi. Tu t'entraînes toute l'année pour un combat, c'est dur, tu vois. Mais bon, finalement j'étais déprimée, puis il y a ce coronavirus qui s'est pointé, je me suis dit bon, bah voilà, les choses sont comme ça, et puis c'est tout. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Maggie Berchel devait faire ses débuts aussi à UAE Warrior. Il y avait Manon Fiorot qui devait combattre au Brave pour un gros combat. On est toutes un peu frustrées par ça, mais ce n'est que repoussé. Ce qui me fait peur, moi, c'est que tous les gens qui ont été déprogrammés avant l'été vont demander forcément à être reprogrammés après l'été.
Donc, en fait, très concrètement, je vais te dire ce qui va se passer, c'est que si Bellator n'organise pas en France au dernier trimestre, donc 2000, on est en 2020, oui, en 2020. Au dernier trimestre 2020, moi, je suis pas sûr de boxer avant 2021, de combattre avant 2021, en fait. Donc, j'espère juste que Bellator va réussir à organiser dans le dernier trimestre 2020. C'est le souhait le plus cher que j'ai, parce que si ce n'est pas ça, je ne pense pas que je combattrai avant 2021. Voilà. Donc, maintenant, tu as un contrat excuse-moi, tu as un contrat de 4 combats. Est-ce que c'est sur une durée de temps? Comment ça se passe? Tu m'en as parlé, mais tu sais, les gens, ils ne savent pas vraiment les tenants et les aboutissants d'un contrat au Bellator. Alors, en gros, je t'explique. Oui, parce qu'en plus, oui, j'ai entendu que des gens se posaient des questions, mais pourquoi elle? Et oui, désolé, mais chacun a créé ses opportunités. En fait, ce qui s'est passé. Et pourquoi pas, tu sais, tu vois, parce qu'aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui écoutent et qui pourraient se poser des questions sur pourquoi Lucie, ben déjà, juste son passé sportif parle pour elle, donc voilà. Et puis en plus, ils ont besoin de représentants phares en France et je pense que Lucie représente bien ça. Et il y a un autre point. Si vous regardez aux États-Unis, il y a des gens qui ont 2 combats au Bellator ou même qui ont que des défaites. Ça, on en a déjà parlé, qui signent au Bellator. Donc voilà, non, c'est pas pourquoi elle, c'est pourquoi elle n'irait pas. C'est plutôt ça la question. Non, mais justement, j'ai un exemple très concret par rapport à ça. J'ai une amie qui s'appelle Valérie Loureda, l'American Top Team, on s'entraînait ensemble. Cette fille avait 0 combat. 0 combat, d'accord? 0 combat, elle a signé tout de suite au Bellator et elle a fait un contrat digne de l'UFC, 10 000, 10 000. Pourquoi elle? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette fille, eh ben, elle fait dans l'entertainment, elle fait des études de broadcaster, donc c'est-à-dire qu'elle fait de la présentation, de l'antenne. En tout cas, elle est formée pour ça, donc c'est une bonne communicante. Premier point. Deuxième point, elle est redoutable vraiment en tant que combattante. Elle était en équipe nationale de taekwondo. Donc ça démontre déjà, équipe nationale de taekwondo aux États-Unis, c'est quand même un sacré niveau. Donc ça démontre quand même un certain background et puis la reconversion dans le MMA. En plus, elle est jolie, elle est sexy. Bref, elle a tout le paquet, cette fille en fait. Ils l'ont fait signer tout de suite parce qu'ils misent sur elle sur le long terme. Je pense que dans mon cas, c'est aussi une question de package. C'est pas seulement mon palmarès, c'est aussi tout ce que je représente et tout ce que j'ai construit avant, en fait, qui a été valorisé. Et Dieu merci, ça a enfin été valorisé, purée, parce que je me suis donné du mal, moi, pour tout ça. On se rend pas compte des gouttes de sueur, du stress, de toutes les galères sur la route, parce qu'on voit ce qui brille, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. En fait. Donc, Dieu merci, les gens ont eu une écoute bienveillante et ont su valoriser ce parcours. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé pour mon recrutement. Du coup, j'ai rencontré plusieurs managers. Les 2 voulaient me faire rentrer au Bellator. Et puis finalement, j'ai décidé de travailler avec l'un d'eux, qui est Razi, qui est un Français, parce que c'était plus facile pour moi de discuter avec lui pour plein de raisons. Et c'était moins verrouillé, c'était moins de pression. Et puis, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup en termes de valeur. Voilà, et puis il m'a mise en contact avec les dirigeants France du Bellator, les dirigeants Europe, et à partir de là, on a commencé à discuter. La négociation s'est bien passée, et voilà, et j'ai décidé de par tout un tas de critères, de par mon profil, mon âge, etc., je me suis dit que pour moi, ça se passerait peut-être mieux au Bellator, voilà, tout simplement. J'aurais pu faire comme tout le monde et dire non, moi je mise sur l'UFC, etc. Ouais, mais il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, des calculs qu'il faut faire sur le long terme, et donc voilà. Donc ma stratégie, ça a été de mettre mes œufs dans le panier du Bellator. Mais de toute façon, au bout d'un moment, tu peux pas. Bah déjà, quand tu as une opportunité comme ça, tu la refuses pas, à moins d'être très très jeune et d'en avoir plusieurs autres, etc. Tu vois. Et puis, et de tout. Du quinoa, ou voilà. Mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, c'est juste inespéré pour moi cette opportunité, donc je la prends, quoi. Je vais pas me gêner. Oui, j'y vais, quoi. Enfin, peu importe que les gens comprennent ou pas, j'y vais. Enfin, je fonce, franchement. Très bien. Par contre, Lucie, on te voit plus. Ça a coupé. On Oh, t'entend, mais on ne te voit pas. bah, Ouais, bah à mon avis, ça. Comment? on voit, moi. Ouais, bah nous, on te voit pas. Attends. Ok, bon, bah c'est pas grave, on va continuer. À mon avis, ça doit être un problème de connexion. Tu vois? Donc, Je sais c'est pas. pas grave. On va continuer comme ça. De toute façon, on arrive sur la fin du podcast. Bah c'est cool en tout cas, Lucie. J'espère qu'on pourra refaire d'autres podcasts ensemble parce que c'est vrai que souvent on a des intervenants qui sont des hommes et puis je pense que ton témoignage et puis ta manière de voir et de pratiquer les sports de combat, les arts martiaux, te préparer, etc. Peut parler à plus un groupe de personnes beaucoup plus large
Et ça, c'est vraiment important. Tu avais quelque chose à rajouter, Eric? Pas vraiment, non. Si pour répondre très très rapidement à ta question sur ce qu'il faudrait, ce que je pense que ce que je ferais si le virus dure encore quelques mois. C'est pour ça que je regardais vers le bas. J'ai une citation que j'aime bien d'un bouquin que j'aime beaucoup. Je vous encourage d'ailleurs, vu que vous avez le temps, qui s'appelle La pierre et le sable de d'Eiji Yoshikawa. Et vous avez la suite, La parfaite lumière. C'est un très bon livre. Et ça qui dit, vous avez le personnage principal au début du livre est enfermé, a fait un peu n'importe quoi. Il a du potentiel, donc des personnes qui lui veulent du bien, mais sans qu'ils s'en rendent nécessairement compte, l'enferment dans une pièce avec un peu une salle du temps, avec plein de livres, plein de choses pour qu'il se cultive un peu pendant 3 ans. Et on lui dit, avant de partir, un moine bouddhiste lui dit regarde avec ton esprit et réfléchis. Cette chambre peut être la source de l'illumination, la fontaine de la connaissance, qu'ont découverte et enrichi les sages d'autrefois. À toi de décider s'il doit s'agir d'une chambre de ténèbres ou d'une chambre de lumière. Et je pense que cette période, c'est un peu ça. Vous pouvez décider de la subir ou de la sublimer. Quoi qu'il arrive, elle va passer. Donc, si je peux vous donner un seul conseil que j'essaye moi-même de suivre, c'est redéfinir vos priorités ou de les définir tout court et de faire au maximum pour que à la fin de cette période, vous soyez plus en accord avec vous-même et plus proche de la réalisation de vos objectifs que l'inverse. Il vaut mieux agir que subir. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà. Faire une routine productive avec ce confinement, il faut absolument se rendre au service pour la suite, en fait. Exactement. Rendez-vous service pour la suite. Et super, Lucie. Ben, je te remercie. Je voulais juste rajouter un petit point pour la fin parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de productivité. C'est normal, on se concentre au niveau personnel sur notre développement et on essaie de transformer cette situation en opportunité, en tout cas de créer une adaptation. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie toutes les personnes qui meurent hein, ou alors qui sont vraiment en difficulté dans ces moments-là. J'ai un ami qui travaille en sécurité dans le métro et il a la vraie vision de ce qui se passe, tu vois. Donc, on n'oublie pas que nous, on est privilégiés et qu'on est privilégiés de pouvoir, on est dans nos petits appartements, dans nos petites maisons, et puis nous, on pense au sport et on pense à tout ça. Mais tu as des gens qui sont même pas, tu en as, ils parlent même pas français et ils peuvent même pas faire valoir leurs droits, tu vois. Même si on n'est pas le pire des pays, il y a quand même des personnes qui sont dans des situations difficiles et ils risquent d'avoir une hécatombe. Donc, on n'oublie pas ça, mais voilà, au niveau personnel, on doit avancer. On doit, limite en l'honneur de ces gens-là, tu vois, en leur mémoire, on doit avancer et faire notre mieux, car on a de la chance de pouvoir être dans une situation privilégiée où on peut avoir des objectifs qui ne sont pas du ressort de la survie. Donc ça, on n'oublie pas ça. Et tous les gens qui sont peut-être dans une difficulté, qui vont en cette période et qui vont écouter ce podcast, en tout cas, moi, on vous envoie beaucoup de force. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour le prochain podcast. Samedi, on a un podcast avec un historien des arts martiaux brésiliens à ne pas manquer. Il sera produit ce week-end. Et donc, mardi, il sera sur la chaîne YouTube. Donc, il ne faut vraiment pas le manquer. Celui-là, il y aura quelques révélations au niveau de la capoeira, etc. Et après, samedi aussi, on aura Jean-Marc Sen, le docteur de l'équipe de France de judo, un grand docteur spécialiste du sport santé. On va parler de l'histoire du sport avant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite de l'intérêt du sport en cette période de confinement. Voilà, je te remercie Lucie, merci mon Eric, et puis à très bientôt, on va refaire ça. Où est ça? Bien l'esquive Eric. Bonne journée.